Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bonjour et bienvenue à tous dans notre podcast Minute Statut, le hors-série. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une évolution majeure des pratiques professionnelles dans la fonction publique territoriale, le télétravail. Cadre juridique, mise en œuvre technique, accompagnement des équipes, quels sont les points clés du cadre statutaire à connaître pour garantir un cadre sécurisé ? Comment une collectivité territoriale peut-elle déployer efficacement le télétravail ? Quels sont les enseignements tirés d'une collectivité qui a franchi le pas ? Et que propose le CIG Petite Couronne pour vous accompagner sur ce sujet d'actualité ? Autant de sujets que nous allons explorer aujourd'hui avec nos invités du jour, à savoir Madame Sylvie Chichemagnan. Bonjour. Madame Stéphanie Blin. Bonjour. Qui sont toutes les deux membres du groupe de travail relatif au déploiement du télétravail au sein de la mairie de Villiers-sur-Marne. Madame Vanessa Schmitt. Bonjour. Et Madame Solène Lépingle. Bonjour. Qui sont toutes deux les copilotes de la mission télétravail au CIG Petite Couronne. Et Monsieur Alexis Baron. Bonjour. Juriste statutaire à la direction du conseil et de l'expertise statutaire. Entre éclairage réglementaire, retour d'expérience et conseils pratiques, Minute Statut le hors-série, c'est parti. Avant de passer à l'expérience terrain, prenons un temps pour poser le cadre réglementaire. Je donne la parole à Monsieur Alexis Baron pour nous rappeler ce que nous dit le cadre réglementaire sur le télétravail dans la fonction publique territoriale et comment il doit être mis en œuvre. Le télétravail, bien qu'un atout pour la qualité de vie au travail et l'attractivité des collectivités, nécessite un cadre clair pour être efficace. Encadré par le décret du 11 février 2016 et ses modifications de 2020, il permet aux agents de travailler en dehors des locaux administratifs de manière régulière et volontaire grâce aux outils numériques. La collectivité doit adopter une délibération, après consultation du comité social territorial pour définir les règles du télétravail, les activités éligibles et éventuellement un forfait télétravail pour les agents. Chaque agent, qu'il soit titulaire ou contractuel, doit faire une demande qui sera examinée par l'autorité territoriale en fonction des besoins du service et du cadre défini localement. La réponse doit être donnée dans un délai d'1 mois. Lorsque le télétravail est accordé, l'autorisation précise le type de fonction effectuée, les lieux, les horaires de disponibilité, ainsi que les modalités de mise en œuvre. Une période d'adaptation peut aussi être envisagée. Et existe-t-il des cas dans lesquels une collectivité peut déroger aux règles que vous venez de décrire ? Et si oui, dans quelles conditions ? Le décret du 11 février 2016 encadre la quotité de télétravail. Un agent ne peut travailler à distance plus de 3 jours par semaine et doit être présent sur son lieu d'affectation au moins 2 jours par semaine. Cependant, des dérogations sont possibles dans certains cas, pour des raisons de santé ou de handicap, après avis médical avec une dérogation de 6 mois renouvelable. En cas de grossesse, lors de situations exceptionnelles comme lors des Jeux Olympiques à Paris où l'accès aux services était perturbé. En cas de refus d'autorisation, l'administration doit motiver sa décision et organiser un entretien préalable avec l'agent. Ainsi, bien que le télétravail soit encadré, il existe des souplesses pour répondre à des situations particulières tout en maintenant un équilibre avec les exigences de service public. Et du côté de l'employeur, quelles sont les obligations légales à respecter lorsque l'on met en place le télétravail ? Lorsqu'un agent télétravaille, l'employeur doit prendre en charge tous les coûts liés à l'exercice de ses fonctions à distance. Cela inclut les matériels, logiciels, abonnements, communication et la maintenance de ces outils. Pour couvrir ces frais, un accord du 13 juillet 2021 et le décret du 26 août 2021 prévoient le versement d'une indemnité spécifique appelée forfait télétravail. Ce forfait, qui doit être validé par une délibération de l'organe délibérant de la collectivité, vise à rembourser les dépenses engagées par l'agent pour travailler depuis chez lui. En plus de cela, l'employeur doit remettre à l'agent télétravailleur un document qui présente les règles générales issues de la délibération, ainsi que ses droits et obligations concernant le temps de travail, l'hygiène et la sécurité. Enfin, un bilan annuel du télétravail doit être effectué et communiqué au comité social territorial. Si nécessaire, il sera aussi transmis à la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail. En résumé, le télétravail nécessite un accompagnement financier et administratif précis, garantissant une organisation claire et transparente pour les agents et les employeurs. Merci encore pour cet éclairage réglementaire très utile. Je me tourne maintenant vers Madame Chichemagnan et Madame Blin pour un retour d'expérience terrain avec ce que ça implique en termes de méthode, d'outils, de freins et parfois aussi d'enseignement. On commence tout de suite avec notre première question. Comment est née la réflexion autour du télétravail dans votre collectivité ?
À Villiers-sur-Marne, le télétravail est arrivé à l'issue de la crise sanitaire. On peut considérer que c'est pendant et immédiatement après la crise sanitaire que la question du télétravail a véritablement été envisagée. La motivation principale du comité de direction était celle de la continuité du service public en situation dégradée et évidemment toutes les questions en lien avec la qualité de vie au travail. Mais ce n'est que plus tard que s'est posée la question de l'attractivité, car on a remarqué, lors des entretiens de recrutement post-Covid, que les candidats évoquaient systématiquement le télétravail comme un critère important. C'est là que nous avons compris que c'était devenu un véritable levier pour attirer de nouveaux talents. Et quelle démarche avez-vous mis en place pour structurer ce projet et qui avez-vous mobilisé dans ce processus ? Alors, ça a été un travail de longue haleine. Nous avons d'abord commencé par constituer un groupe de travail avec des agents des différentes catégories et de différentes directions. Ce groupe était composé d'une vingtaine d'agents volontaires, y compris des profils un peu réfractaires, notamment suite à la période Covid qui n'a pas toujours été bien vécue. Le groupe se réunissait tous les mois. Ensuite, nous avons mis en place un comité de pilotage avec les membres de la direction générale, le cabinet du maire, la DRH et le premier adjoint au maire en charge du personnel. En tout, nous avons réuni 7 comités de pilotage et 3 comités de direction. Avant même la délibération, le groupe de travail a suggéré une phase d'expérimentation à partir d'avril 2022 dans plusieurs directions pilotes et volontaires. Les directeurs devaient renseigner des tableaux de suivi des missions télétravaillées et faire des retours sur leur organisation. Cette phase a été demandée par la direction générale afin de pouvoir échanger sur le fonctionnement, les risques, les difficultés de mise en place, les coûts, etc., afin de pouvoir débattre et prendre des décisions éclairées pour la mise en place généralisée sur la collectivité. Oui, et de surcroît, les comités de pilotage ont vraiment eu un rôle primordial dans le processus de mise en place du télétravail chez nous. Parce que les débats contradictoires qui s'y tenaient permettaient d'aborder les sujets du point de vue des agents télétravailleurs. Le pilotage du projet m'a été confié en tant que DRH adjointe pour animer, piloter, mobiliser le groupe de travail, centraliser les informations, les propositions et garder toute une dynamique d'échange avec la direction générale et les élus. De plus, une fois par an, les retours d'expérience présentés au comité de pilotage étaient présentés également aux membres du comité social territorial et enfin, le conseil municipal a pu délibérer en décembre 2022 et c'est une note officielle diffusée par la direction des ressources humaines qui a annoncé le lancement et le déploiement généralisé du télétravail au 1er janvier 2023. On peut donc considérer que toute notre démarche a reposé sur la concertation et c'est sans doute ce qui a permis le bon fonctionnement du déploiement du télétravail. Et concrètement, dans ce processus de concertation, comment avez-vous défini les règles d'accès au télétravail et les conditions pour y prétendre ? Nous avons commencé par élaborer un règlement du télétravail qui fixe les modalités concrètes de mise en œuvre. Ce règlement comprend une charte qui présente les 12 valeurs fondatrices du télétravail à Villiers, qui va de la relation de confiance à la continuité de service public jusqu'à l'engagement collectif d'évaluer régulièrement le dispositif. Dès le départ, on a centré la réflexion non pas sur les postes, mais sur les missions télétravaillables. Dès lors que les missions concernaient l'accueil du public ou l'encadrement direct des publics, elles ont été exclues de la possibilité de télétravailler, ce qui n'a pas été sans générer un sentiment de frustration ou d'inégalité chez certains agents. Ensuite, les conditions d'accès étaient basées sur 2 critères cumulatifs, le volontariat de l'agent et la limite à une journée par semaine. Cette journée pouvait être fixe ou mobile selon l'organisation du service. Il y a eu quelques cas particuliers d'agents en télétravail à 100%, mais uniquement pour des raisons de santé et sur certificat médical. Ensuite, le comité de pilotage a eu besoin d'être rassuré au sujet de la sécurité des données. Il a donc été acté très rapidement que dans un premier temps, le télétravail se ferait uniquement au domicile des agents.
Par la suite, l'effort de la collectivité a été centré sur la dotation en ordinateurs portables pour permettre au plus grand nombre d'agents de télétravailler en toute situation. Et il a été envisagé d'autres outils de type chat pour faciliter les échanges quand les agents n'étaient pas dotés de téléphonie mobile professionnelle. Pour formuler la demande, nous avons aussi mis en place 3 formulaires, dont un permettant à l'agent de s'auto-évaluer avant la validation hiérarchique. Enfin, la référente télétravail à la DRH a tenu un tableau de suivi des agents concernés avec les attestations d'assurance et les arrêtés individuels. Nous savons que le télétravail peut faire émerger des inquiétudes, notamment du côté des managers. Et comment avez-vous accompagné les agents et les encadrants dans cette évolution des pratiques ? Oui, tout à fait. Nous avons misé sur l'échange et l'accompagnement, mais dès le début du travail engagé. Et c'est la diversité des membres du groupe de travail qui a été une vraie plus-value à l'avancée du projet. Le groupe de travail allait régulièrement à la rencontre des équipes pour discuter, échanger, répondre aux éventuelles questions et surtout recueillir leurs nouveaux besoins. On a aussi mobilisé les clubs des directeurs avec un atelier spécifique dédié au management du télétravail pour favoriser les échanges entre pairs et s'assurer de la bonne compréhension du dispositif. C'est en 2023 que nous avons mis en place une formation spécifique réservée aux encadrants autour de la thématique du management d'une équipe hybride. Pour les agents, le sujet il a été intégré lors de leurs entretiens professionnels annuels avec un temps dédié pour faire un bilan sur leurs expériences et leur vécu en télétravail. Quant au comité de pilotage, il a aussi interrogé le sujet du droit à la déconnexion, mais aucun plan d'action spécifique n'a été véritablement mis en place. Ce sont des échanges qui ont eu lieu lors d'un atelier participatif de retour d'expérience qui a permis de recenser des opinions sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des agents. Un atelier qui a été animé par les membres du groupe de travail. Et en parlant de ce sujet, pouvez-vous nous apporter un éclaircissement statutaire sur ce droit à la déconnexion, Monsieur Baron ? Le droit à la déconnexion permet à chaque agent de ne pas être connecté à ses outils professionnels, email, téléphone, messagerie, en dehors de ses horaires de travail. Il vise à protéger la santé, préserver la vie personnelle des agents et éviter le stress ou l'épuisement professionnel. L'accord du 13 juillet 2021 relatif au télétravail dans la fonction publique rappelle que garantir ce droit nécessite des principes clairs, discutés en dialogue social, ainsi que des actions de sensibilisation et de formation des agents sur l'usage des outils numériques. De plus, l'employeur doit, lors de l'entretien d'évaluation annuel, aborder spécifiquement la charge de travail des agents en télétravail, car une surcharge peut nuire au respect de ce droit. Enfin, un plan d'action peut être mis en place pour éviter la confusion entre vie professionnelle et personnelle, prévenir l'isolement et maîtriser le temps de travail afin de garantir une véritable déconnexion pour les télétravailleurs. Je vous remercie pour ces précisions réglementaires. Je me tourne à nouveau vers Madame Blin. Vous avez désormais 3 années de recul sur ce dispositif. Qu'est-ce qui ressort de vos évaluations ? Et quelles leçons tirez-vous de cette première mise en œuvre ? Nous avons mené une évaluation à l'issue de la première année, comme prévu dans notre charte. En juillet 2023, 105 agents ont répondu à un questionnaire dont les résultats sont très positifs. 90% ont trouvé qu'ils arrivaient mieux à se concentrer et 98% ont estimé qu'ils ont gardé le lien avec leur hiérarchie sans difficulté. Les principaux bénéfices relevés sont une meilleure productivité pour 67% d'agents, un gain de temps sur les trajets à 61%, une meilleure organisation vie perso-vie pro pour 54%, et un petit bémol de 34% d'agents qui ont pointé un risque d'isolement ou une perte de cohésion d'équipe. À fin 2023, on comptait 137 agents en télétravail sur environ 900, avec environ la moitié d'agents encadrants et non encadrants, avec une majorité de femmes à 77%. Près d'un tiers ont opté pour un jour flottant et 39% de jours télétravaillables ont été abandonnés pour des raisons de continuité de service public, soit pour des réunions assurées en présentiel, des contraintes de délai administratif ou un problème matériel.
Côté environnemental, on a calculé que le télétravail à Villiers-sur-Marne a permis un gain carbone de 11 tonnes en un an, soit tout de même l'équivalent de 6 allers-retours Paris-New York. Merci pour ce retour précieux et chiffré. Je me tourne maintenant vers Madame Lépingle. Vous avez réalisé une enquête sur le télétravail au sein des collectivités de la Petite Couronne. Ces chiffres sont-ils représentatifs de la plupart des collectivités de la Petite Couronne ? En 2024, une enquête a été menée auprès des collectivités de nos 3 départements pour réaliser un premier état des lieux de la mise en place du dispositif. Parmi les 52 répondants, la quasi-totalité des collectivités ont pu mettre en œuvre le télétravail, pour la plupart d'abord en réponse à la crise sanitaire. En revanche, on constate que pour beaucoup d'entre elles, ce dispositif ne concerne qu'une petite partie des agents. Moins d'un quart des effectifs sont concernés par le télétravail pour plus de la moitié des répondants. La part de télétravailleurs est plus importante dans les établissements publics, alors qu'on observe de plus faibles proportions dans les communes. La période de référence est généralement la semaine, et les répondants octroient pour moitié 1 jour par semaine et pour l'autre moitié 2 jours. Près des 2/3 n'ont pas attribué l'allocation, tandis que les démarches d'évaluation sont encore peu répandues. Néanmoins, des premiers constats sont faits sur l'impact de ce nouveau dispositif sur l'organisation du travail. En premier lieu, les répondants observent des améliorations sur la productivité et l'efficacité des agents, comme à Villiers-sur-Marne. Mais il y a également des constats concernant des difficultés pour organiser les plannings. En matière de conditions de travail, la question de la déconnexion, l'accès à des outils numériques ou encore l'installation des postes de télétravail sont des sources de difficultés. En revanche, le télétravail permet l'accélération de la dématérialisation des process et a également un impact sur l'état de santé des agents en lien avec la baisse de la fatigue et du stress. Dans le rapport au travail, la perception d'un droit au télétravail est le principal écueil identifié par les DRH répondants. Mais le télétravail apparaît aussi comme un levier en faveur de la motivation des agents comme des encadrants. D'après un DRH, le télétravail est ainsi un processus permanent à tester, re-questionner, ajuster. Merci pour ces éclairages. On retrouve effectivement plusieurs points communs dans vos expériences et un impact globalement positif du télétravail. Cela dit, ce qui ressort aussi de ces retours d'expérience, c'est que sa mise en place s'inscrit dans un véritable processus qui demande parfois des ajustements en cours de route. Et justement, quels freins avez-vous pu rencontrer et comment les avez-vous surmontés ? Oui, tout à fait. Il y a eu quelques freins identifiés sur notre collectivité qu'il a fallu ajuster. Le frein principal que nous avons rencontré, c'est l'amalgame qui a été fait avec le télétravail, on va dire forcé, en période dégradée pendant le premier confinement de la crise sanitaire, moment qui a été très mal vécu par manque de préparation, d'anticipation, d'équipement et tous les sujets liés à l'isolement des agents. Il a fallu donc beaucoup échanger pour déconstruire ces craintes et évoquer le télétravail en situation normale. Aussi, la notion de confiance a souvent fait l'objet d'un débat comme préalable à toute autorisation au télétravail. Par la suite, on a rencontré une résistance de certains encadrants face au passage éventuel à 2 jours hebdomadaires, par crainte d'une désorganisation ou d'une perte de contact avec l'équipe. Le dernier frein qu'on a rencontré se situe sur le report de charges que nous avons constaté sur les collègues présents physiquement, notamment pour répondre au téléphone. Sur la partie technique, on a rapidement acté que le télétravail ne se ferait que depuis le domicile pour des raisons de sécurité de données, ce qui a limité les lieux de possibilité de télétravail la première année. Il y a eu aussi une contrainte du point de vue budgétaire. Ainsi, la collectivité n'a pas fait le choix d'octroyer une allocation télétravail, malgré l'attente des télétravailleurs, afin d'éviter la frustration ou l'effet double peine pour les agents qui ne peuvent pas télétravailler.
Enfin, pour créer un vrai temps d'échange entre les agents et les managers et garder un véritable contact, nous avons organisé des agents participatifs en mars 2024 avec l'ensemble des télétravailleurs, ce qui a permis d'identifier les ajustements à faire. Et enfin, pour les collectivités qui n'ont pas encore sauté le pas ou qui hésitent, quels conseils concrets pourriez-vous leur donner pour bien structurer leur démarche dès le départ ? Notre premier conseil, ce serait de constituer un groupe de travail d'agents volontaires et représentatifs de la diversité des métiers de leur collectivité. Ensuite, il serait bon de poser une méthodologie claire, prévoir des temps d'échange réguliers avec les agents, la direction générale, et enfin s'assurer en permanence de la validation politique des avancées. Il est aussi essentiel d'associer les organisations syndicales tout au long du processus. Chez nous, la clé de la réussite a été la régularité des réunions et la capacité du groupe de travail à proposer des choses très concrètes aux décideurs. Lors des périodes de flottement, on relevait surtout des craintes légitimes des encadrants face à une éventuelle désorganisation ou à des difficultés à mobiliser rapidement un agent à distance lors d'une situation d'urgence sur site. Enfin, assurer une communication interne régulière a été déterminante. Nous avons utilisé tous nos canaux internes, à savoir le journal interne, l'intranet, des réunions d'information, le comité social territorial. Tout ceci a permis de rendre visibles les avancées et ainsi de maintenir l'adhésion de tous sur la durée. Merci beaucoup pour ce retour très concret. Et si on prend un peu de recul maintenant ? Au regard de tout ce que vous avez partagé et des échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui, si l'on devait résumer les grands enjeux à garder en tête pour mettre en place le télétravail dans une collectivité, quels seraient-ils selon vous, Madame Schmitt ? Nous l'avons vu, les enjeux du télétravail sont multiples. En premier lieu, il est nécessaire d'encadrer le dispositif avec des documents tels que la délibération et des conventions. Il est aussi possible d'imaginer des outils permettant d'accompagner les encadrants et les agents dans leurs pratiques quotidiennes du télétravail, telles que des chartes et des guides. Les pratiques managériales doivent être adaptées à cette nouvelle organisation du travail. Il est essentiel de travailler par objectif, de renforcer la confiance avec ses agents et de les accompagner vers plus d'autonomie. La communication au sein de l'équipe doit inclure aussi bien les télétravailleurs que ceux présents sur site pour maintenir une dynamique collective. Un des risques du télétravail est la surconnexion. Nous avons accès à nos dossiers depuis le domicile. Les agents peuvent être tentés de travailler tard le soir, le week-end ou pendant leur congé, ce qui peut affecter leur santé avec de la fatigue et du stress. C'est une opportunité pour s'interroger sur la notion d'urgence, sur l'immédiateté des réponses à apporter, mais aussi à l'usage des outils de communication, tout en intégrant le droit à la déconnexion dans les documents de cadrage. La santé des agents est aussi un enjeu majeur. Les risques psychosociaux, l'isolement ou encore les troubles musculo-squelettiques doivent être intégrés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est l'occasion de s'interroger sur la gestion des risques au sein de la collectivité. Le télétravail permet aussi de maintenir dans l'emploi des personnes qui ne pourraient pas venir régulièrement au bureau et de favoriser l'inclusion de personnes en situation de handicap. Bien évidemment, le télétravail ne doit pas altérer la qualité du service rendu. C'est l'occasion de s'interroger sur le service public numérique et d'engager une concertation avec les habitants sur ce thème pour répondre au plus près à leurs besoins. Le numérique ne doit pas être le seul moyen de contact avec l'usager, mais il est un levier pour renforcer les liens. Le dernier enjeu que je citerai est l'attractivité en matière de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. La diminution du temps de trajet, la facilité accrue d'avoir une pratique sportive sur le temps de pause méridienne ou le soir, la proximité des lieux de garde, des écoles, la prise de rendez-vous médicaux facilités sont autant de facteurs qui favorisent la qualité de vie. Ce qui fait du télétravail un élément d'attractivité pour les candidats. Merci de nous avoir fait part de ces retours très instructifs. Grâce à vos éclairages, nous comprenons mieux à quel point ce dispositif, s'il représente une réelle opportunité en matière de qualité de vie au travail et d'attractivité, suppose aussi une réflexion approfondie.
C'est d'ailleurs dans cet objectif que le CIG Petite Couronne met en place un certain nombre de choses pour répondre toujours au plus près de vos besoins. Je me tourne à nouveau vers Madame Lépingle afin de vous présenter l'offre de service du CIG. À l'issue d'un diagnostic des besoins des collectivités, basé à la fois sur l'enquête précédemment présentée, mais aussi de la conduite d'une veille, d'entretien et aussi d'un groupe de travail interne, le CIG a commencé à déployer son offre d'accompagnement avec 2 ateliers d'échange de pratiques, conçus comme des espaces de parole sur des thématiques choisies par le groupe en séance. Après ces sessions de janvier et d'avril, nous proposerons un nouveau format en octobre, plus spécifiquement ciblé sur le télétravail et l'accompagnement des pratiques managériales. Le 18 novembre, nous inaugurons un nouvel atelier thématique qui portera sur le cadrage et les modalités de mise en œuvre. Il alternera des temps d'apport réglementaire, des temps d'élaboration d'outils et également d'échange entre pairs. En parallèle, le CIG a également développé une offre d'accompagnement sur mesure qui peut porter sur l'élaboration du bilan, un conseil sur la réalisation des outils comme des guides, chartes, conventions, ou encore l'animation de groupes de travail ou une sensibilisation notamment en direction des managers. Un grand merci à vous d'avoir participé à cet échange qui nous a permis d'en apprendre davantage sur les contours de la mise en place du télétravail dans la fonction publique territoriale. Définir un cadre clair, accompagner les encadrants comme les agents, adapter les outils et les pratiques managériales, tout en veillant à maintenir le lien collectif et la continuité du service public, ce sont autant d'enjeux essentiels à garder en tête. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à aller consulter les documents et liens utiles que vous trouverez sous ce podcast ou, pour les abonnés au CIG Petite Couronne, en passant par notre site internet Espace Abonnés. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve au mois de septembre pour un nouvel épisode de Minute Statut, le Zoom. À très vite. Minute Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.